Vous êtes parent d'élèves ou peut-être enseignant ou enseignante et vous vous inquiétez pour votre enfant ou pour un élève. Vous pensez qu'il serait peut-être dyslexique, dysorthographique ou dyscalculique. Vous avez beaucoup lu sur le sujet, vous vous êtes beaucoup renseigné, mais vous n'êtes pas sûr de comprendre toutes les nuances qu'il y a derrière ces termes-là. Et vous n'êtes pas sûr de savoir comment faire pour être sûr et certain que l'enfant a bien une dyslexie, une dysorthographie ou une dyscalculie. Eh bien, dans cette vidéo, vous aurez la définition complète de chacun de ces termes. La dyslexie, la dyscalculie et la dysorthographie. Et vous saurez enfin pourquoi un enfant peut être à la fois très intelligent et quand même avoir des problèmes en lecture, en calcul ou en expression écrite. Bonjour, moi c'est JM, je suis chercheur indépendant et je souhaite vous aider à prévenir la dyslexie de vos jeunes enfants ou de vos jeunes élèves. Je crois que si une intervention appropriée est mise en place suffisamment tôt, il est possible de désamorcer ce qui deviendra plus tard une dyslexie. Donc sur cette chaîne, je vais partager avec vous des informations et mes connaissances sur les troubles des apprentissages en général et la dyslexie en particulier. Si cette thématique vous intéresse, vous êtes intéressé par la prévention, je vous encourage à activer la cloche des notifications et à vous abonner. Donc déjà en quelques mots, la dyslexie, la dyscalculie et la dysorthographie viennent ensemble parce que ce sont des troubles des apprentissages. C'est-à-dire que ce sont des troubles qui limitent ou retardent l'acquisition de compétences scolaires comme la lecture, l'écriture et le calcul. En dehors du monde scolaire, ces troubles se manifestent beaucoup moins. C'est vraiment à l'école qu'ils apparaissent au grand jour, qu'ils sont révélés. Maintenant, comment faire la différence entre un trouble des apprentissages et, à l'opposé, un simple retard? Est-ce que l'enfant n'a pas tout simplement un problème de vue? Il n'arrive pas à voir en classe ou il n'arrive pas à voir le cahier? Ou alors peut-être qu'il a un problème d'audition, il n'arrive pas à entendre. Peut-être que l'enfant aussi a des problèmes, il est racketé par d'autres enfants. Ou alors peut-être qu'il se fait malmener par ses grands frères ou ses grands frères à la maison. Et peut-être que c'est ça qui est à l'origine des difficultés scolaires. Donc comment en avoir le cœur net? Comment faire pour trancher là-dedans? Eh bien c'est là qu'il faut des critères diagnostiques qui soient les plus larges possibles, ou en tout cas les plus partagés possibles à l'international. Et c'est là où arrivent donc les classifications internationales. Vous avez d'un côté l'Association américaine de psychiatrie qui édite et publie le DSM-5, le manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux, qui est surtout utilisé aux États-Unis et en Australie. Et vous avez d'un autre côté le CIM-11, qui est la classification internationale des maladies, qui est édité et publié par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des outils. Ils ne représentent pas l'aboutissement, c'est-à-dire ils ne représentent pas l'aboutissement des connaissances en psychiatrie. Ils sont révisés périodiquement, ils sont mis à jour en quelque sorte, parce que la recherche avance. On apprend toujours de nouvelles choses. Et c'est pour ça que voilà, ces manuels, ils tentent de trouver une forme de synthèse de la recherche d'un côté et de la pratique clinique de l'autre. Vous pouvez vous demander, mais pourquoi est-ce qu'il y a deux classifications? C'est un peu compliqué, non? Les choses ne sont pas aussi simples. Il a fallu plus d'un siècle pour en arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Dites-vous bien que la façon dont un trouble va se manifester pour un jeune chinois qui parle mandarin, donc qui parle chinois, un petit anglais, un petit italien, un petit brésilien, ça va se manifester différemment parce que les langues sont structurées différemment. La lecture aussi est structurée différemment. Donc on va avoir beaucoup de cas de figure possibles. C'est pour ça que ça a pris du temps d'en arriver là à avoir des critères qui sont universels, qui sont les mêmes partout dans le monde. Et là, justement, donc ces deux classifications internationales partagent 4 critères en commun sur 5. Donc on va dire qu'il y a un grand effort d'harmonisation et de cohésion qui est mis en place par ces deux organisations, l'Association américaine de psychiatrie et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour avoir une seule définition, un seul
ensemble de critères diagnostiques. Donc ils vont diverger uniquement sur les points les plus controversés, c'est-à-dire les points qui ne font pas l'unanimité de la communauté internationale. Voilà, donc la dyslexie, la dyscalculie et la dysorthographie sont tous les trois des troubles des apprentissages. Donc quand vous allez arriver avec votre enfant ou avec un enfant chez l'orthophoniste, ce qu'il va essayer de diagnostiquer, c'est bien un trouble des apprentissages d'abord. Maintenant, quand ce trouble se manifeste dans la lecture, on va dire que c'est une dyslexie. Quand le trouble se manifeste dans l'écriture, on va parler de dysorthographie. Quand le trouble se manifeste dans le calcul, on va parler de dyscalculie. Tout simplement. Tout simplement. Donc le premier critère sur lequel les deux classifications sont d'accord, c'est que l'enfant a des difficultés scolaires. Depuis que l'enfant est entré à l'école, il a eu un problème. Donc le trouble s'est manifesté. Que ce soit en lecture, en calcul ou en écriture, l'enfant n'arrive pas à acquérir les automatismes, il n'arrive pas à apprendre à la même vitesse que les autres, il est en retard. Et ce, sur une longue période. Donc, c'est-à-dire l'enfant, il est arrivé, ça fait peut-être plus de 6 mois qu'il est entré à l'école et il ne s'en sort pas, il a toujours besoin qu'on s'occupe de lui en priorité. Voilà, il est en retard, tout simplement. Il a des notes inférieures à la moyenne, c'est-à-dire sa moyenne générale est plus basse que celle des autres enfants. Et le trouble semble persister, donc que ce soit en lecture, en calcul ou en écriture. C'est comme si malgré tout ce qu'on faisait, ça reste là. La difficulté semble ne pas bouger. Si l'enfant arrive à avoir la moyenne, c'est au prix d'un effort extraordinaire. Ou alors vous l'avez soutenu énormément à la maison et à l'école, il a une institutrice ou un instituteur qui a vraiment fait beaucoup d'efforts pour que cet enfant arrive à la moyenne. Voilà, maintenant on va passer au deuxième critère sur lesquels les deux manuels s'accordent. Ça va être les facteurs d'exclusion. Donc c'est-à-dire on va essayer de comprendre, mais pourquoi est-ce que cet enfant a des difficultés à l'école? Et on va essayer d'éliminer beaucoup de critères. Si tous les critères que je vais vous citer sont éliminés, on va aller au troisième critère. Donc la première chose qu'on va regarder, c'est est-ce que l'enfant n'a pas une déficience mentale? Déficience mentale, ça veut juste dire qu'il a un QI plus bas que la moyenne. Ce n'est pas une fatalité, mais bon, c'est un des critères qui va être utilisé. Ensuite, on va regarder est-ce que l'enfant n'a pas des troubles sensoriels. Donc, peut-être que l'enfant a une mauvaise vision, il a besoin de lunettes. Peut-être qu'il a besoin d'un appareil auditif, il a une mauvaise audition. On va essayer d'éliminer ça. Est-ce que l'enfant a eu un trouble neurologique, a des troubles neurologiques? Donc, par exemple, est-ce qu'il a des crises d'épilepsie? Est-ce que plus jeune, il a eu un accident vasculaire cérébral, un AVC? On va aussi éliminer cette option-là. On va aussi vérifier est-ce que l'enfant a eu une instruction suffisante, c'est-à-dire est-ce qu'il va à l'école depuis la maternelle, est-ce qu'il est allé à toutes les classes, est-ce qu'il n'a pas eu d'absence prolongée. Donc par exemple, un enfant qui pendant des mois et des mois ne va pas à l'école peut se retrouver en difficulté scolaire, c'est tout à fait normal. Est-ce que l'enfant n'a pas eu un accident ou une maladie qui l'aurait empêché d'aller à l'école pendant plusieurs mois ou plusieurs années? Voilà, tout ça, on va essayer de... L'orthophoniste, l'équipe médicale, le médecin, ils vont essayer de le déterminer. On va aussi essayer de savoir est-ce que la langue d'enseignement est la langue maternelle. Donc par exemple, là on parle en français, est-ce que donc l'enfant qui apprend, qui va à l'école et qui parle français, qui est enseignant en français, est-ce que le français est la langue maternelle? Parce que si par exemple vous étiez, je sais pas moi, en Allemagne ou vous étiez au Maroc ou en Côte d'Ivoire. Imaginons que l'enfant arrive en France à 7 ans et qu'il soit placé en CE1 et que maintenant il a 11 ans et il est en 6e. On se demande est-ce qu'il n'a pas une difficulté scolaire à cause d'une dyslexie, d'une dyscalculie ou d'une dysorthographie? Non, c'est juste qu'il n'a pas eu assez de temps pour acquérir la langue, pour acquérir les réflexes, pour pouvoir apprendre dans la langue. Tout simplement. On va vérifier que l'enfant n'a pas subi d'adversité psychosociale. Bon, c'est juste un mot compliqué pour dire est-ce que l'enfant n'a pas des problèmes à la maison par exemple? Est-ce qu'il ne se fait pas frapper par ses frères et par ses grands frères? Est-ce qu'il n'est pas racketté par d'autres enfants de l'école ou bien de son quartier? Tout ça, ça peut l'affecter.
Est-ce que, par exemple, vous êtes en instance, je ne le souhaite pas, mais est-ce que vous êtes en instance de divorce avec votre conjoint ou votre conjointe? Est-ce que vous vous criez dessus à la maison? Tout ça, ça peut stresser l'enfant. Est-ce que vous avez perdu votre conjoint ou votre conjointe? Et donc, tout ça, ça peut le stresser. Est-ce que l'un des parents de l'enfant est mort dans un accident ou a eu une crise cardiaque, par exemple? Tout ça, c'est des éléments qui peuvent traumatiser, choquer l'enfant et qui vont faire que cet enfant pourra ne pas être concentré quand il ira à l'école. Est-ce que vous vous battez avec votre conjoint à la maison? Peut-être que l'enfant voit ça. Si c'est le cas, eh bien, ça peut le stresser, le traumatiser et l'empêcher de se concentrer quand il va à l'école. Mais dans ce cas, ça ne sera pas un trouble des apprentissages. Voilà, là, on a fait le tour des facteurs d'exclusion. Donc là, l'équipe de santé, l'équipe médicale va éliminer tous ces facteurs-là. Une fois qu'on les a éliminés, on va continuer maintenant. On va essayer de continuer à chercher pourquoi est-ce qu'il a des difficultés scolaires. Donc le troisième critère sur lequel les deux manuels s'accordent, ça sera sur une manière de mesurer la compétence de l'enfant. Donc là maintenant, je vais être très spécifique à chacun des troubles. Donc on va commencer avec la dyslexie. Donc pour la dyslexie, on va mesurer la compétence en lecture. Cette compétence en lecture, elle est mesurée à l'aide de 3 critères. Vous allez d'abord avoir la vitesse de lecture, ou ce qu'on appelle la fluence de lecture. À quel point est-ce que l'élève est capable de lire vite? Est-ce que l'élève lit de façon fluide, rapidement? Ou alors est-ce que l'élève a une lecture hachée? Il lit mot à mot, il hésite, il s'arrête, tout ça. Voilà. Donc on va mesurer ça. Le deuxième critère, ça sera la précision de sa lecture. Est-ce que l'enfant arrive à bien prononcer tous les mots qu'il lit? Donc sur 10 mots, est-ce qu'il va prononcer correctement les 10 mots? Ou alors est-ce qu'il va faire des erreurs de prononciation, des fautes en prononçant à haute voix? Est-ce que parfois ça va lui arriver de deviner des mots et donc de se tromper sur des mots entiers? Tout ça, ça va être mesuré. Par exemple, l'enfant, on lui donne un texte avec 10 phrases, par exemple, et on va regarder combien d'erreurs il fait sur chaque phrase, on va les compter et on aura un pourcentage, donc on aura un score. Enfin, le troisième critère pour la dyslexie, ça sera la compréhension de texte. Est-ce que l'enfant arrive à comprendre un texte qu'on lui présente? Si on lui pose une dizaine de questions sur un petit texte qu'il a lu, est-ce qu'il sera capable de répondre aux 10 questions correctement? C'est comme ça qu'on va évaluer si l'enfant a une bonne compréhension de texte. Voilà, donc ça c'est vraiment comme ça qu'on va mesurer la capacité en lecture. Et donc, on pourra évaluer est-ce que l'enfant a plus tard une dyslexie ou pas. Maintenant, venons-en à l'expression écrite. Là aussi, on a 3 critères pour évaluer les compétences de l'enfant en expression écrite ou en écriture. Le premier critère, ça sera l'orthographe. Est-ce que l'enfant arrive à se rappeler de l'orthographe des mots courants ou pas? Avec, le, la, mon, ton, son, lundi, mardi, mercredi, janvier, février, des mots qui reviennent tout le temps, son propre prénom. Est-ce qu'il arrive à les orthographier correctement ou alors est-ce qu'il va se tromper dans certaines lettres, il va inverser des lettres ou bien il va oublier une partie du mot. Voilà, tout ça on va l'évaluer et on va lui donner un score. Le deuxième critère pour la dysorthographie, ça sera la grammaire. Est-ce que l'enfant arrive à retenir les règles de grammaire? Typiquement, un exemple, c'est les accords en genre et en nombre. Est-ce que l'enfant est capable d'accorder au féminin ou au masculin? Est-ce qu'il est capable aussi d'accorder au pluriel? Ça, c'est la grammaire. Enfin, le troisième critère, ça sera l'expression écrite en général. Est-ce que l'enfant va construire ses phrases? Il va construire des paragraphes, va les espacer, va sauter des lignes? Est-ce qu'il va ponctuer son texte? Est-ce qu'il exprime ses idées clairement de façon cohérente? C'est comme ça qu'on évalue sa capacité d'expression écrite. Donc à la fin, il aura un score dans chaque sous-critère et il aura un score global. Donc voilà pour la façon de mesurer la compétence en expression écrite pour la dysorthographie. Venons-en maintenant à la mesure de la compétence en calcul pour évaluer une dyscalculie potentielle. Donc là, on va évaluer 2 compétences, le sens du nombre, le sens du calcul, le sens des quantités et le raisonnement mathématique. Donc le sens du nombre, on va par exemple poser devant l'enfant des objets, peut-être 3-4 objets, et on va lui demander de les évaluer. Est-ce qu'il va d'un coup d'œil savoir que par exemple il y a 3 ou 4 objets, ou alors est-ce qu'il va les compter un à la main avec les doigts?
Ça, c'est la première chose. On va aussi évaluer est-ce qu'il arrive à comparer des quantités. Donc, par exemple, si on lui demande est-ce que 2 est plus petit ou plus grand que 4 ? Est-ce qu'il y arrive ou pas ? S'il se mélange là-dedans, c'est que voilà, il a un problème avec l'évaluation des quantités. Est-ce que l'enfant arrive à apprendre facilement ces tables de multiplication ou bien malgré tous vos efforts, il n'y arrive pas? Est-ce qu'il arrive à faire des calculs mentaux par exemple, mais des calculs mentaux simples, typiquement une addition 2 plus 3. Est-ce qu'il arrive à le faire de tête ou alors est-ce qu'il est obligé de poser, de compter? Par exemple, s'il y a 2 et 3 billes, est-ce qu'il va compter 1, 2 jusqu'à 5? Ou alors il est capable de le faire de tête. Et enfin, on va aussi évaluer sa capacité de raisonnement mathématique. Donc ça, typiquement, c'est des problèmes de la vie courante, mais qui se résolvent avec des chiffres. Par exemple, Maxime et Thomas vont jouer aux billes cet après-midi. Maxime a 3 billes, Thomas en a 5, et Maxime gagne 4 billes. À la fin, combien de billes ont Maxime et Thomas? Voilà typiquement un problème mathématique qui est là pour travailler l'addition et la soustraction. Donc, est-ce que l'enfant arrive à faire cela? C'est comme ça qu'on va évaluer son score de raisonnement mathématique. Le but de la mesure des compétences, c'est qu'une fois qu'on a un score, on a une mesure objective de la capacité de l'enfant dans chacune de ses compétences scolaires. Et donc, on peut le comparer aux autres enfants du même âge, partout en France ou partout dans un pays. Si par exemple l'enfant est au Canada, on va le comparer aux autres enfants au Canada qui sont dans le même système scolaire. S'il est en Belgique, on va le comparer aux autres enfants en Belgique. S'il est au Portugal, on va le comparer aux autres enfants au Portugal. Donc là, vraiment, c'est une comparaison maintenant à l'échelle nationale. Comment est-ce que l'enfant se compare aux autres enfants du même âge, hein, bien sûr, aux autres enfants du même âge. Et là, on va arriver donc au 4e critère sur lequel les deux manuels s'accordent. Ça va être la sévérité du trouble. Donc le trouble, que ce soit la dyscalculie, la dyslexie ou la dysorthographie, peut être légère ou plutôt sévère. Et donc le 4e critère, ce sera comment est-ce que l'enfant se situe. Est-ce que son trouble est plutôt sévère ou plutôt léger? Ou peut-être qu'il n'en a tout simplement pas. Donc pour cela, les orthophonistes vont utiliser une gaussienne ou une courbe en cloche. Dans la courbe en cloche, donc je vais la mettre là. Là, j'ai supposé par exemple que là où votre enfant a été évalué, la moyenne c'est 10. C'est-à-dire dans le pays, si on regarde la moyenne, ça sera 10. C'est là où il y a le plus d'enfants. La plupart des enfants ont 10. Maintenant, en fait, cette courbe, ce qu'elle permet de faire, c'est qu'elle permet de savoir quelle proportion des enfants ont quelle note. Donc là, par exemple, cette courbe nous permet de dire que 68% des enfants ont entre 7 et 13 sur 20. Donc là, ce sont des notes sur 20. Ils sont là, ils sont en bleu, dans l'espace en bleu. 68%, donc là, plus de la moitié des enfants ont entre 7 et 13. Ensuite, 95% des enfants ont entre 4 et 17. Donc la grande majorité des enfants est entre 4 et 17. Maintenant, ça veut dire qu'il reste 5% des enfants qui sont entre 0 et 4 et entre 17 et 20. Ça veut dire qu'il y a 2,5% des enfants qui ont entre 0 et 4 et c'est ceux qui ont des résultats très mauvais et 2,5% des enfants sont très bons, ont des scores excellents. C'est comme ça qu'on fait pour savoir si l'enfant a un trouble ou pas. Donc si l'enfant fait partie de ces 2,5% dans chaque sous-critère qu'on a énoncé précédemment, en calcul par exemple, en raisonnement mathématique et en sens du nombre, en lecture, par exemple en vitesse de lecture, en précision de lecture, en compréhension de texte et en écriture finalement, en expression écrite, en orthographe, en grammaire, où est-ce que l'enfant se situe sur chacune de ces compétences? Est-ce qu'il fait partie des 2,5% des enfants qui ont entre 0 et 4? Ou alors est-ce qu'il est peut-être entre 4 et 7? Vous voyez. Donc en fonction de ça,
on pourra dire que l'enfant a un trouble plus ou moins sévère. Maintenant, on va venir aux critères divergents. Donc, c'est là où les deux manuels sont en désaccord. On va commencer avec le DSM-5. Le DSM-5 a son propre critère. Est-ce que si on propose à l'enfant un entraînement spécialisé dans les compétences, les sous-compétences dans lesquelles il a un mauvais score, est-ce que si on lui donne cet entraînement pendant 6 mois, l'enfant va progresser et rattraper son groupe d'âge? Donc, est-ce qu'il va rattraper la moyenne? Question. Ou pas. Peut-être qu'on va lui faire un enseignement très spécialisé et malgré tout, l'enfant n'arrive pas à progresser. Eh bien, dans ce cas, le DSM-5 va dire que oui, cet enfant, il y a de fortes chances qu'il ait un trouble des apprentissages. Venons-en maintenant aux critères du CIM-11. Le critère donc de l'OMS. Donc en fait, ce que le CIM-11 va avoir comme critère qui est différent, c'est il va évaluer est-ce qu'il y a un décalage entre le niveau intellectuel de l'enfant d'une part et son score donc en calcul, en écriture ou en lecture d'autre part. Si l'enfant il a un faible quotient intellectuel et il a un faible score, le CIM-11 va dire cet enfant n'a pas de trouble des apprentissages, c'est tout simplement un enfant déficient intellectuel. Et en ce sens, le CIM-11 est exclusif. Parce qu'il va décider, il va trancher, il va dire que cet enfant-là n'a pas un QI élevé, donc c'est ça la cause de son trouble scolaire. Il ne doit pas avoir de difficultés scolaires, il ne doit pas avoir d'accompagnement, il ne doit pas avoir d'aménagement, il ne doit pas être pris en charge. Donc c'est un critère exclusif, parce qu'il va prendre un groupe d'enfants et il ne va pas les traiter. Il ne va pas, en tout cas, proposer de leur donner le diagnostic dyslexique, dysorthographique ou dyscalculique. Enfin, une petite note à garder en tête, c'est que le DSM-5, bien qu'il soit paru en 2013, comparé au CIM-11 qui est paru en 2019, le DSM-5 avait ce critère exclusif. Le DSM-4, pardon, avait ce critère exclusif. Et dans la dernière mise à jour du DSM-5, on a enlevé ce critère parce que les experts internationaux se sont réunis et selon eux, un enfant qui est en situation de difficulté scolaire, peu importe son quotient intellectuel, gagnerait à bénéficier d'un accompagnement spécialisé, d'une prise en charge. Donc le DSM-5 est plus inclusif. Il va permettre à plus d'enfants de bénéficier de prise en charge. D'ailleurs, ça a été l'objet d'un article récemment, qui a été écrit par Franck Ramu, qui est un auteur leader dans le domaine de la dyslexie et des troubles des apprentissages, c'est en français. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un échantillon de 25 000 élèves et ils ont appliqué à ces 25 000 élèves d'une part, les critères du DSM-5 et d'autre part, les critères du CIM-11. Et à la fin, ils ont observé que le CIM-11 allait diagnostiquer seulement 3,5% des enfants, là où le DSM-5 allait diagnostiquer 6,6%. Donc c'est quasiment du simple au double. Le DSM-5 va diagnostiquer 2 fois plus d'enfants quasiment que le CIM-11. Et donc ça va encore dans ce sens que le DSM-5 est plus inclusif et le CIM-11 est plus exclusif. Il va laisser beaucoup plus d'enfants sur le carreau. Voilà, donc pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous mais en description les références, donc un lien vers le CIM-11, le DSM-5, mais aussi l'article de Franck Ramu qui est en français. Et ce sera tout pour cette vidéo. Donc si ça vous a plu, je vous encourage à me laisser un pouce bleu. Si vous pensez que cette vidéo peut aider un collègue ou une amie, vous êtes en contact sur WhatsApp ou sur Facebook, envoyez-la lui, partagez la vidéo. Si vous pensez aussi que vous êtes intéressé par cette thématique de la prévention des troubles des apprentissages et plus particulièrement de la dyslexie, abonnez-vous. Moi ça va me donner plus d'informations, je vais savoir que vous êtes intéressé par cette thématique. Enfin, si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Que si vous êtes sur votre téléphone ou votre PC, laissez-moi un commentaire. Vous voulez partager un témoignage parce que ça vous parle, cette expérience-là vous parle. Allez-y, partagez-moi vraiment ce que vous avez en tête. J'essaierai de répondre à tous les commentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye!